Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde au Moyen-Orient pour ce jeudi, le 17 octobre 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, ont assuré mardi, lors d'une visite officielle de Ben Salman en Égypte, que la création d'un État palestinien souverain conformément aux résolutions de la légitimité internationale, est l'unique moyen d'instaurer le calme, la paix et la sécurité dans la région de manière durable. Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux leaders ont ajouté que les tentatives visant à liquider la cause palestinienne entraîneraient la poursuite de l'état de conflit dans la région. Les questions régionales, en particulier la sécurité dans la région de la mer Rouge et la situation au Soudan, en Libye et en Syrie, ont également été débattues par les deux dirigeants égyptiens et saoudiens. Ils ont également passé en revue les efforts déployés en vue de développer le partenariat économique égypto-saoudien, en particulier dans le domaine des échanges d'investissements, des échanges commerciaux entre les deux pays et de la complémentarité économique dans les domaines de l'énergie, des transports et du tourisme. Les deux dirigeants ont assisté à la signature du lancement du Conseil suprême de coordination égypto-saoudien et d'un accord visant à encourager et à protéger les investissements mutuels entre les deux pays. En septembre 2024, le prince héritier a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars en Égypte par le biais du Fonds d'investissement public saoudien, symbolisant la première phase d'une initiative saoudienne plus large visant à renforcer les relations bilatérales. Rappelons que le commerce entre l'Arabie saoudite et l'Égypte a augmenté de 41% en premier semestre de 2024 pour atteindre près de 8 milliards de dollars. Et l'armée israélienne a mené hier des dizaines de frappes meurtrières au Liban, tuant notamment le maire d'une ville du sud et provoquant d'importantes destructions près d'un mois après le début d'une guerre ouverte contre le Hezbollah libanais. Parallèlement à sa guerre contre le Hezbollah au Liban et le Hamas palestinien à Gaza, Israël affirme préparer sa riposte à l'attaque aux missiles iranienne lancée le 1er octobre contre son territoire. Au Liban, l'armée israélienne a visé le quartier de Haret Haik dans la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah, où elle a dit avoir visé un entrepôt d'armes stratégiques du Hezbollah. Après le début de ces frappes massives contre le Hezbollah il y a près d'un mois, elle avait concentré ses raids sur la banlieue sud avant de cibler d'autres fiefs du mouvement dans l'est et le sud du pays au-delà. Dans le sud du Liban, des frappes israéliennes ont visé le gouvernorat de Nabatiya, un fief du Hezbollah. Le maire de la ville éponyme a été tué dans l'une des frappes qui a visé deux bâtiments de la municipalité et un centre médical adjacent, évoquant un massacre. L'armée israélienne a indiqué y avoir visé des dizaines de cibles du Hezbollah en coordination avec ses forces navales. Plus de 15 bâtiments ont été entièrement détruits à Cana, un véritable désastre, c'est ce qu'a déclaré un secouriste. Depuis près d'un mois, au moins 1373 personnes ont été tuées au Liban, selon des chiffres officiels, alors que l'ONU a recensé près de 700 000 déplacés. L'UNICEF a qualifié de catastrophe pour tous les enfants du Liban la destruction d'au moins 28 installations d'approvisionnement en eau, affectant plus de 360 000 personnes, principalement dans le sud du pays, exposant des enfants à des maladies comme le choléra ou l'hépatite. Et un an après la guerre, le début de la guerre dans la bande de Gaza, le niveau de destruction est colossal et les conditions de vie des Gazaouis extrêmement précaires. La présidente des Médecins sans frontières France s'est rendue sur place début octobre. Dans la bande de Gaza, près de 80% des bâtiments ont été détruits, laissant à la rue une grande majorité de la population. 9 habitants sur 10 survivent, entassés dans une zone de 40 km², quasiment sans nourriture et sans accès à l'eau potable.
Les besoins, y compris médicaux, sont importants, mais l'aide humanitaire peine à entrer dans l'enclave. Procédure administrative complexe imposée par Israël, unique point d'entrée, pillage de l'aide. Les raisons sont multiples, mais les conséquences sont sans appel. L'offre de soins n'est pas à la hauteur des besoins, faute de matériel médical et de médicaments. Et l'Iran répondra résolument à toute attaque israélienne. C'est ce qu'a mis en garde le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, lors d'un appel téléphonique mardi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur fond de vives tensions régionales. Je cite, l'Iran fait des efforts considérables pour protéger la paix et la sécurité de la région, mais est tout à fait prête à répondre résolument à toute aventure d'Israël et à lui faire regretter, selon les propos rapportés hier par le ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran a lancé le 1er octobre quelques 200 missiles sur Israël, dont plusieurs missiles hypersoniques pour la première fois, et Israël a juré de faire payer à l'Iran le prix de son attaque. Ces frappes ont été présentées par Téhéran comme des représailles à l'assassinat en juillet dans la capitale iranienne du chef du Hamas palestinien imputé à Israël. L'Iran a dit avoir également agi en riposte à la mort d'un général iranien dans une frappe au Liban, ainsi que de Hassan Nasrallah, qui a dirigé durant plus de 30 ans le Hezbollah libanais, soutenu financièrement et militairement par l'Iran. La riposte sera mortelle, précise et surprenante. C'est ce qu'a mis en garde le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a multiplié ces derniers jours les consultations dans la région pour tenter d'apaiser la situation. Il s'est rendu successivement au Liban, en Syrie et en Arabie Saoudite, au Qatar, en Irak et à Oman, qui sert généralement d'intermédiaire pour des pourparlers indirects avec les États-Unis. M. Araghchi est arrivé hier en Jordanie avant un déplacement prévu en Égypte et en Turquie. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hessein Hariri, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour nous parler également de cette visite hier du ministre des Affaires étrangères espagnol et sa conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, quand on parle de cette visite du ministre des Affaires étrangères espagnol en Égypte et sa conférence de presse avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, surtout le dossier des attaques israéliennes à Gaza et au Liban. Premièrement, je tiens à saluer le rôle et la position du gouvernement espagnol, et plus particulièrement le chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez. Oui. L'Espagne était un pays européen qui a reconnu, avec 3 autres États européens, qui a reconnu diplomatiquement l'État de Palestine. Et dans ce texte-là, Sa Majesté le roi d'Espagne, le roi Philippe VI, et le premier chef d'État européen a accepté à recevoir l'ambassadeur de la Palestine et de recevoir ses lettres de créance. Alors, on salue cette position courageuse de la part de l'Espagne vis-à-vis la cause palestinienne. En ce qui concerne la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, oui, certainement l'Espagne fait partie de ce groupe des pays européens qui appellent de leur vœu
la fin de l'agression israélienne contre Gaza, contre les Palestiniens Oui. et au sud du Liban. Et puis certainement l'Espagne œuvre avec des autres pays européens et en étroite consultation avec les pays arabes tels l'Égypte, de certainement empêcher une escalade régionale à la lumière de ces attaques israéliennes contre des objectifs iraniens. Et l'Espagne, certainement, soutient la solution dite la solution de deux États, une Palestine indépendante et Israël, les deux États dans des frontières internationalement reconnues. Également, mardi dernier, le prince héritier saoudien était en Égypte en visite officielle. Il s'est rencontré avec le président de la République Abdel Fattah Sisi. Également, ils ont discuté de ce projet, de ces attaques israéliennes contre Gaza et contre le Liban. Comment voyez-vous ces réunions? Est-ce que vous faites référence à la visite du prince héritier saoudien, Oui, le prince Mohammed bin Salman? Oui. Certainement, c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de cette coopération étroite entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Oui. Et certainement, cette visite traduit la volonté de deux pays de raffermir les relations bilatérales, entre les deux États. Et en ce qui concerne la situation régionale, certainement le sommet égypto-saoudien a décelé une unanimité, identité de vue entre les deux pays sur les conditions requises pour rétablir la sécurité, la stabilité au Moyen-Orient. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Hussein Haridi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Et en effet, chers téléspectateurs, nous passons à présent à notre compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati et son homologue espagnol José Manuel Álvarez ont tenu hier une conférence de presse au Caire et ont insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat au Liban et à Gaza. Un compte-rendu signé Salih Hamedeh. On ne connaîtrait ni sécurité ni stabilité sans l'établissement d'un État palestinien indépendant, a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdelati lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue espagnol José Manuel Álvarez. Lors de la conférence de presse, nos deux diplomates ont affirmé la convergence des visions des deux pays concernant la condamnation totale de l'agression israélienne systématique contre Gaza qui dure depuis plus d'un an. Les divergences européennes concernant les conflits à Gaza et au Liban envoient des messages erronés aux pays arabes et à Israël, offrant à celui-ci un chèque en blanc pour agir comme bon lui semble, a indiqué Abdelati, en affirmant que ces divisions étaient inacceptables et devraient cesser. Nous ne devons jamais renoncer à la solution à deux États pour favoriser la paix dans la région et mettre un terme au conflit, a indiqué le chef de la diplomatie espagnole. De son côté, Álvarez a affirmé que l'Espagne travaillait avec l'Égypte depuis le 7 octobre 2023 pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu et de l'acheminement des aides vers l'enclave palestinienne. Álvarez a par ailleurs affirmé que le Liban était un État souverain et a appelé à la mise en œuvre de la résolution 1701 et à la cessation de toute attaque israélienne visant des civils dans ce pays. Nous ne permettrons pas l'envoi ou le passage d'armes à travers notre territoire vers Israël, a-t-il affirmé. Les deux ministres ont également condamné les attaques israéliennes sur les équipes de la FINUL et l'UNRWA. En ce qui concerne l'aide humanitaire, Abdelati a affirmé qu'un avion égyptien d'aide humanitaire se dirigeait vers l'aéroport de Beyrouth. De son côté, le ministre espagnol a indiqué que l'Espagne avait envoyé au Liban l'équivalent de 30 millions d'euros pour soutenir le Liban.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait exhorté vendredi dernier la communauté internationale à cesser de vendre des armes à Israël. Les appels de Sánchez à stopper ces livraisons d'armes à Israël font écho à un appel similaire lancé par le président français Emmanuel Macron. Le chancelier allemand Olaf Scholz, cependant, s'était engagé cette semaine à envoyer davantage d'armes au gouvernement israélien. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Importante en Égypte, et elle est remplie de belles inscriptions et décorations islamiques. L'harmonie de ses parties et leur répartition autour de la cour au milieu de celle-ci témoignent de l'ingéniosité de l'ingénieur qui l'a créée. Elle a été construite dans un style architectural qui tient compte des traditions islamiques, dont la plus importante était que la personne entrant dans la maison ne doit pas voir les pièces du harim. Cette maison a 3 façades en pierre et son entrée mène à la cour au milieu, dans laquelle se trouve une fontaine d'eau en marbre pour que ses résidents puissent en profiter des avantages spéciaux à chaque saison de l'année. La maison est considérée comme l'une des installations archéologiques importantes d'Égypte, car elle regorge d'inscriptions et de décorations islamiques. Elle remonte à l'époque ottomane et son entrée mène à la cour,
qui possède une fontaine d'eau en marbre au milieu. La maison présente 3 façades en pierre. Le rez-de-chaussée comprend un ensemble de débarrasses et de magasins donnant sur le quartier de Khashkadam et le quartier du Hammam, qui servait d'entrepôt et de salle de garde. Il y a 4 portes qui s'ouvrent sur la cour, et par elles on accède à 3 étages de la maison, qui donnent tous sur la cour de la maison. En plus, ce petit hall et notre petit cours des salles de bain et des escaliers montant aux étages supérieurs. Du côté oriental, il y a une grande salle, avec 2 ivans également. Le bas de ces murs est recouvert d'un beau voile de marbre finement travaillé de différentes couleurs. Et elle a une partie en forme de mihrab. Et au niveau de sa partie mihrab, en façade se trouve un joli mouchrabiya donnant sur la rue, empêchant la personne assise derrière de voir celle qui est assise dans le hall. Au-dessus se trouvent 2 petites fenêtres faites de plâtre local avec des morceaux de verre colorés. Le toit de cette salle est peint avec des peintures de camouflage dorées. Et côté mer de la maison, il y a un iwan avec des mouchrabiya.
The Grand Egyptian Museum should open in 2020. It is also expected to significantly boost tourist numbers in Egypt. على أرضنا وجالنا العالم قال هنا مكاننا من بداية الحياة من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونلي شادي يعيش جوا روحنا هنا بداية الحياة لف الدنيا دور ودور قولي فين تشوف تطور سحر يعيش سنين تصور كل ده عندنا Searching through and through my journey leads me back to you and in the valley of the kings it's always here I
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde au Moyen-Orient pour ce jeudi, le 17 octobre 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, ont assuré mardi, lors d'une visite officielle de Ben Salman en Égypte, que la création d'un État palestinien souverain conformément aux résolutions de la légitimité internationale est l'unique moyen d'instaurer le calme, la paix et la sécurité dans la région de manière durable. Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux leaders ont ajouté que les tentatives visant à liquider la cause palestinienne entraîneraient la poursuite de l'état de conflit dans la région. Les questions régionales, en particulier la sécurité dans la région de la mer Rouge et la situation au Soudan, en Libye et en Syrie, ont également été débattues par les deux dirigeants égyptiens et saoudiens. Ils ont également passé en revue les efforts déployés en vue de développer le partenariat économique égypto-saoudien, en particulier dans le domaine des échanges d'investissements, des échanges commerciaux entre les deux pays et de la complémentarité économique dans les domaines de l'énergie, des transports et du tourisme. Les deux dirigeants ont assisté à la signature du lancement du Conseil suprême de coordination égypto-saoudien et d'un accord visant à encourager et à protéger les investissements mutuels entre les deux pays. En septembre 2024, le prince héritier a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars en Égypte par le biais du Fonds d'investissement public saoudien, symbolisant la première phase d'une initiative saoudienne plus large visant à renforcer les relations bilatérales. Rappelons que le commerce entre l'Arabie saoudite et l'Égypte a augmenté de 41% en premier semestre de 2024 pour atteindre près de 8 milliards de dollars. Et l'armée israélienne a mené hier des dizaines de frappes meurtrières au Liban, tuant notamment le maire d'une ville du sud et provoquant d'importantes destructions près d'un mois après le début d'une guerre ouverte contre le Hezbollah libanais. Parallèlement à sa guerre contre le Hezbollah au Liban et le Hamas palestinien à Gaza, Israël affirme préparer sa riposte à l'attaque aux missiles iranienne lancée le 1er octobre contre son territoire. Au Liban, l'armée israélienne a visé le quartier de Haret Haik dans la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah, où elle a dit avoir visé un entrepôt d'armes stratégiques du Hezbollah. Après le début de ces frappes massives contre le Hezbollah il y a près d'un mois, elle avait concentré ses raids sur la banlieue sud avant de cibler d'autres fiefs du mouvement dans l'est et le sud du pays au-delà. Dans le sud du Liban, des frappes israéliennes ont visé le gouvernorat de Nabatiya, un fief du Hezbollah. Le maire de la ville éponyme a été tué dans l'une des frappes qui a visé deux bâtiments de la municipalité et un centre médical adjacent évoquant un massacre. L'armée israélienne a indiqué y avoir visé des dizaines de cibles du Hezbollah en coordination avec ses forces navales. Plus de 15 bâtiments ont été entièrement détruits à Cana, un véritable désastre, c'est ce qu'a déclaré un secouriste. Depuis près d'un mois, au moins 1373 personnes ont été tuées au Liban, selon des chiffres officiels, alors que l'ONU a recensé près de 700 000 déplacés. L'UNICEF a qualifié de catastrophe pour tous les enfants du Liban la destruction d'au moins 28 installations d'approvisionnement en eau, affectant plus de 360 000 personnes, principalement dans le sud du pays, exposant des enfants à des maladies comme le choléra ou l'hépatite. Et un an après la guerre, le début de la guerre dans la bande de Gaza, le niveau de destruction est colossal et les conditions de vie des Gazaouis extrêmement précaires. La présidente des Médecins sans frontières France s'est rendue sur place début octobre. Dans la bande de Gaza, près de 80% des bâtiments ont été détruits, laissant à la rue une grande majorité de la population. 9 habitants sur 10 survivent entassés dans une zone de 40 km², quasiment sans nourriture et sans accès à l'eau potable.
Les besoins, y compris médicaux, sont importants, mais l'aide humanitaire peine à entrer dans l'enclave. Procédure administrative complexe imposée par Israël, unique point d'entrée, pillage de l'aide. Les raisons sont multiples, mais les conséquences sont sans appel. L'offre de soins n'est pas à la hauteur des besoins, faute de matériel médical et de médicaments. Et l'Iran répondra résolument à toute attaque israélienne. C'est ce qu'a mis en garde le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, lors d'un appel téléphonique mardi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur fond de vives tensions régionales. Je cite, l'Iran fait des efforts considérables pour protéger la paix et la sécurité de la région, mais est tout à fait prête à répondre résolument à toute aventure d'Israël et à lui faire regretter, selon les propos rapportés hier par le ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran a lancé le 1er octobre quelques 200 missiles sur Israël, dont plusieurs missiles hypersoniques pour la première fois, et Israël a juré de faire payer à l'Iran le prix de son attaque. Ces frappes ont été présentées par Téhéran comme des représailles à l'assassinat en juillet dans la capitale iranienne du chef du Hamas palestinien imputé à Israël. L'Iran a dit avoir également agi en riposte à la mort d'un général iranien dans une frappe au Liban, ainsi que de Hassan Nasrallah, qui a dirigé durant plus de 30 ans le Hezbollah libanais, soutenu financièrement et militairement par l'Iran. La riposte sera mortelle, précise et surprenante. C'est ce qu'a mis en garde le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a multiplié ces derniers jours les consultations dans la région pour tenter d'apaiser la situation. Il s'est rendu successivement au Liban, en Syrie et en Arabie Saoudite, au Qatar, en Irak et à Oman, qui sert généralement d'intermédiaire pour des pourparlers indirects avec les États-Unis. M. Araghchi est arrivé hier en Jordanie avant un déplacement prévu en Égypte et en Turquie. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hessein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour nous parler également de cette visite hier du ministre des Affaires étrangères espagnol et sa conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, quand on parle de cette visite du ministre des Affaires étrangères espagnol en Égypte et sa conférence de presse avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, surtout le dossier des attaques israéliennes à Gaza et au Liban. Premièrement, je tiens à saluer le rôle et la position du gouvernement espagnol et plus particulièrement le chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez. Oui. L'Espagne était un pays européen qui a reconnu, avec 3 autres États européens, qui a reconnu diplomatiquement l'État de Palestine. Et dans ce texte-là, Sa Majesté le roi d'Espagne, le roi Philippe VI, et le premier chef d'État européen a accepté à recevoir l'ambassadeur de la Palestine et de recevoir ses lettres de créance. Alors, on salue cette position courageuse de la part de l'Espagne vis-à-vis la cause palestinienne. En ce qui concerne la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, Oui. certainement l'Espagne fait partie de ce groupe des pays européens qui appellent de leur vœu
la fin de l'agression israélienne contre Gaza, contre les Palestiniens Oui. et au sud du Liban. Et puis certainement l'Espagne œuvre avec des entreprises européennes et en consultation, étroite consultation avec les pays arabes tels l'Égypte, de certainement empêcher une escalade régionale à la lumière de ces attaques israéliennes contre des objectifs iraniens. Et l'Espagne, certainement, soutient la solution dite la solution de deux États, une Palestine indépendante et Israël, les deux États dans des frontières internationalement reconnues. Également, mardi dernier, le prince héritier saoudien était en Égypte en visite officielle. Il s'est rencontré avec le président de la République Abdel Fattah Sisi. Également, ils ont discuté de ce projet, de ces attaques israéliennes contre Gaza et contre le Liban. Comment voyez-vous ces réunions? Est-ce que vous faites référence à la visite du prince héritier saoudien, Oui, le prince Mohammed bin Salman? Oui. Certainement, c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de cette coopération étroite entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Oui. Et certainement, cette visite incarne, traduit la volonté de deux pays de raffermir les relations bilatérales entre les deux États. Et en ce qui concerne la situation régionale, certainement le sommet égypto-saoudien a décelé une unanimité, identité de vue entre les deux pays sur les conditions requises pour rétablir la sécurité, la stabilité au Moyen-Orient. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Hussein Haridi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Et en effet, chers téléspectateurs, nous passons à présent à notre compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et son homologue espagnol José Manuel Alvarez ont tenu hier une conférence de presse au Caire et ont insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat au Liban et à Gaza. Un compte-rendu signé Salih Hamed H. On ne connaîtrait ni sécurité ni stabilité sans l'établissement d'un État palestinien indépendant, a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdelghati lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue espagnol José Manuel Alvarez. Lors de la conférence de presse, les deux diplomates ont affirmé la convergence des visions des deux pays concernant la condamnation totale de l'agression israélienne systématique contre Gaza qui dure depuis plus d'un an. Les divergences européennes concernant les conflits à Gaza et au Liban envoient des messages erronés aux pays arabes et à Israël, offrant à celui-ci un chèque en blanc pour agir comme bon lui semble, a indiqué Abdelghati, en affirmant que ces divisions étaient inacceptables et devraient cesser. Nous ne devons jamais renoncer à la solution à deux États pour favoriser la paix dans la région et mettre un terme au conflit, a indiqué le chef de la diplomatie espagnole. De son côté, Alvarez a affirmé que l'Espagne travaillait avec l'Égypte depuis le 7 octobre 2023 pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu et de l'acheminement des aides vers l'enclave palestinienne. Alvarez a par ailleurs affirmé que le Liban était un État souverain et a appelé à la mise en œuvre de la résolution 1701 et à la cessation de toute attaque israélienne visant des civils dans ce pays. Nous ne permettrons pas l'envoi ou le passage d'armes à travers notre territoire vers Israël, a-t-il affirmé. Les deux ministres ont également condamné les attaques israéliennes sur les équipes de la FINUL et l'UNRWA. En ce qui concerne l'aide humanitaire, Abdelghati a affirmé qu'un avion égyptien d'aide humanitaire se dirigeait vers l'aéroport de Beyrouth. De son côté, le ministre espagnol a indiqué que l'Espagne avait envoyé au Liban l'équivalent de 30 millions d'euros pour soutenir le Liban.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait exhorté vendredi dernier la communauté internationale à cesser de vendre des armes à Israël. Les appels de Sánchez à stopper ces livraisons d'armes à Israël font écho à un appel similaire lancé par le président français Emmanuel Macron. Le chancelier allemand Olaf Scholz, cependant, s'était engagé cette semaine à envoyer davantage d'armes au gouvernement israélien. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.